soir, on rentre dans les coulisses du BIS pour comprendre comment les décisions importantes sont prises avec nos communicants. Et ce soir, avec nous, Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la communication de Foncia. Et Frédéric Beudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de Hopscotch Group. Et on commence tout de suite, messieurs, avec Fiat Chrysler qui va racheter à Tesla ses crédits carbone de façon à être en règle avec les nouvelles normes européennes en matière d'émissions de CO2. Fiat Chrysler va donc payer des centaines de millions d'euros à Tesla pour comptabiliser ses véhicules électriques dans sa propre flotte automobile. Ce sera toujours moins élevé que l'amende de Bruxelles, au moins 700 millions d'euros. Frédéric Beudin, est-ce qu'on peut dire que c'est un joli tour de passe-passe ? Un joli tour de passe-passe, je sais pas, c'est du business et on a observé depuis quelques années qu'il existait un marché du carbone qui est bien connu pour ceux qui s'intéressent aux droits à polluer, des usines qui achètent comme ça des droits à des pays, d'autres industriels de polluer parce que les autres le font moins. Finalement là, Fiat Chrysler achète les droits à polluer de Tesla qui en tant que constructeur automobile 100% électrique ne pollue pas. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral? On n'en sait rien, en tout cas c'est comme ça. Et ce genre d'incitation financière montre dans quel sens notre société veut aller. On veut aller vers moins de carbone, donc ceux qui produisent du carbone le payent à ceux qui n'en produisent pas. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que Tesla change vraiment tout, parce que non seulement ils produisent pas de carbone, mais ils n'ont pas de réseau de distribution, par exemple. Ils ont décidé qu'ils n'auraient pas de concessionnaires, alors que Fiat a plein de concessionnaires. Donc moi, je me pose plein de questions, et une des questions, c'est est-ce que du coup, Fiat va vendre des Tesla ? Et ça, j'ai pas bien compris aujourd'hui. Ils l'ont pas dit, ils ont dit qu'ils achetaient, mais ils ont pas dit. Tesla n'a pas réagi. Ouais. Tesla n'a pas réagi, Fiat n'a pas précisé, mais en bonne logique, je serais Fiat. Je commercialiserai des Tesla. Frédéric Fougera, est-ce que c'est un accord gagnant-gagnant? Est-ce que c'est vraiment un accord gagnant-gagnant? Alors, on ne connaît pas les détails de la transaction entre les deux parties, mais oui, ça paraît être un accord gagnant-gagnant. Comme le disait Frédéric, finalement, c'est l'un rend service à l'autre. Donc, dans ce sens, oui, pour moi, ça me semble être un accord gagnant-gagnant. Est-ce que, parce que Frédéric Beudin le disait, c'est une source de revenus non négligeables pour Tesla. Pour Fiat Chrysler, ça leur permet d'éviter une amende. Moralement, est-ce que ça ne peut pas atteindre l'image du groupe Fiat Chrysler ? Ah bah, en termes d'image, c'est assez particulier parce qu'une fois de plus, on se retrouve dans des contradictions. Dans la contradiction de vouloir militer pour préserver l'environnement, mais préférer que ce soit le voisin qui fasse un effort plutôt que soi-même. Donc là, on est dans un jeu de passe où finalement, comme le disait Frédéric, on achète le droit de polluer. Droit de polluer, c'est le point qui lui a attitré permis de polluer. On peut faire l'analogie avec le James Bond permis de tuer, c'est un peu ça. Et au-delà de ça, au-delà de l'analogie, est-ce qu'il y a à apporter un jugement moral ou pas? Non, c'est nous consommateurs qui devons aussi faire nos choix. Donc l'image des deux groupes, c'est les consommateurs qui la porteront aussi et qui leur diront s'ils ont eu raison de le faire ou pas. Frédéric Beudin, Fiat Chrysler, c'est un des constructeurs les plus en retard en matière de baisse des émissions de CO2. Est-ce que c'est pas le constructeur qui a le plus à perdre aujourd'hui dans cette histoire au niveau de son image ? Peut-être que c'est eux qui ont beaucoup à perdre, mais il faut se satisfaire, il faut être heureux d'avoir un constructeur comme Renault en France, qui a été un des premiers à se lancer dans l'électrique à grande échelle, avec on va dire l'acquisition de Nissan, d'avoir fait de Renault-Nissan le leader mondial de la voiture électrique. La Nissan Leaf est la voiture électrique la plus vendue, la Zoé la plus vendue en France, et grâce à ça, Renault-Nissan est très en avance et n'a pas besoin de se compromettre à aller acheter à l'extérieur des droits à polluer, puisque eux-mêmes sont très vertueux et très en avance technologiquement. Et là, Nissan qui a annoncé encore un nouveau système qui est expérimenté au Japon, je ne sais plus comment ça s'appelle, e-Power, je crois, avec des petits moteurs à explosion qui rechargent la batterie en permanence. Donc des trucs très rigolos et très inventifs qui limitent beaucoup l'émission de carbone par les voitures. Ça montre que
tout cet investissement qui a été fait, parce que c'est beaucoup d'argent qui a été dépensé par le groupe Renault-Nissan, et je pense que ça a dû être initié du temps de Louis Schweitzer, mais Carlos Ghosn l'a évidemment beaucoup également encouragé. Ouais. Ce qui lui arrive aujourd'hui est peut-être un petit peu dur par rapport à ce qu'il a fait, parce que voilà, il a montré que ce groupe est très en avance et que les Italiens et les Américains de Chrysler, ils n'ont pas vu le coup venir et qu'aujourd'hui, ils sont à la traîne. Est-ce que ça veut dire que Fiat Chrysler est aujourd'hui pas assez volontariste ? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas rattraper 10 ans de recherche et de développement simplement en étant volontaire. Vous vous rendez compte, les investissements, il faut former les ingénieurs, il faut construire les usines, il faut former le réseau de distribution, à l'entretien, etc. Donc ce qui est en train de se passer dans l'automobile, c'est une transformation absolument incroyable. Et d'ailleurs, on voit les usines de pièces détachées automobiles qui ferment en France. Par exemple, l'usine de boîtes de vitesse, même si le ministre de l'économie veut essayer de sauver une usine de boîtes de vitesse, c'est pas possible. Il n'y a pas de boîte de vitesse dans les voitures électriques. Donc de toute façon, à l'avenir, les usines de boîtes de vitesse, elles vont décroître. Et ce mouvement qui a été lancé il y a une dizaine d'années dans le passage de l'automobile à explosion vers l'automobile électrique, il est inéluctable parce que la planète l'exige. Frédéric Fougera, est-ce que ça veut dire que Fiat Chrysler paye aujourd'hui son retard en matière d'électrique ? Oui, assurément, elle paye ce retard, mais cette hypocrisie de réglementation lui permet finalement de passer un petit peu entre les mailles du filet. Et même si on peut déplorer ça, même si on peut effectivement noter ce retard, de toute façon, on est quand même dans une démarche de progrès et de progression vers moins de carbone, puisque ils ont trouvé cette faille aujourd'hui pour payer une amende, enfin pour ne pas payer d'amende, mais ils vont quand même dans la direction qui est voulue. Donc c'est plus lent, c'est plus compliqué, plus lent, ouais. Mais on va quand même dans la bonne direction. Autre actu dans les coulisses du BIS, c'est Carrefour qui a trouvé la solution pour ces hypermarchés non rentables. Il les transforme en hyper low cost avec des codes et des agencements qui vont avec, réduction de la surface de vente, du nombre de produits, présentation minimaliste. Ce nouveau concept est baptisé Carrefour Essentiel. Il est testé à Avignon. Frédéric Beudin, à l'heure où les discounters montent en gamme aujourd'hui, Carrefour fait lui le choix inverse pour certains de ces hypermarchés, ceux qui sont vraiment en difficulté. Il les transforme en version low cost. Est-ce que c'est un pari risqué aujourd'hui ? Non, Carrefour ne fait pas le pari de transformer ses hyper en low cost. Ceux qui sont en difficulté. Il en fait un des Carrefour en difficulté en mode low cost et de façon expérimentale. Ce qui est en train de se passer, c'est que la distribution, si on regarde sur une longue période, c'est passé de plein de petits magasins à un grand hyper où on allait tout acheter. Et là, c'est en train de se réexploser, non plus en plein de petits magasins, mais entre e-commerce où en gros on trouve tout et ça vous livre tout, mais avec un certain délai, et puis des magasins spécialisés où il y a une forme d'expérience, une forme de spécialisation, etc. Là, ils testent en mode ce qu'ils appellent essentiel, je crois. Essentiel. Ouais. Voilà, donc ce sera tout pas cher et hyper spécialisé dans le pas cher. Mais ils ont aussi une autre version qui s'appelle Next, où ce seront uniquement des produits agroalimentaires, des restaurants, mais dans les produits agroalimentaires, des produits bio, etc. Donc plein de choses très spécialisées. Et ce qui, moi, me fascine et je trouve très intéressant, c'est qu'on passe de des grands magasins pareils partout à la fin de la standardisation. Et les magasins de luxe, si vous regardez, l'ont fait il y a 10 ans. Quand les magasins des très grandes maisons de luxe françaises en Chine, il y a 10 ans, c'était tous les mêmes, ou il y a 15 ans, c'était tous les mêmes. Et à partir d'il y a 10 ans, ils ont commencé à se spécialiser. C'est-à-dire que dans la même ville, les magasins d'une grande enseigne ont commencé à se différencier. Et ben, là, vous avez la même chose. Et un petit peu de différence, ça fait plaisir quand même. Ça fait pas de mal. Frédéric Fougera, est-ce que c'est pas paradoxal pour Carrefour de miser sur le low cost alors que les autres misent sur la montée en gamme ?
Je ne sais pas si c'est paradoxal. Ce qui est évident, c'est que Carrefour, comme beaucoup de la grande distribution, ont besoin de se réinventer et se réinventer notamment des surfaces immenses qui sont un peu désertées ou qui perdent beaucoup de clientèle, notamment sur tout ce qui est non alimentaire. Donc il y a ce besoin de se réinventer et pourquoi pas se réinventer en réinventant le hard discount des années 90. C'est en tout cas ce qu'ils tentent de faire sur ce pilote d'Avignon. Mais il y a vraiment un changement, c'est l'inversement du modèle et de l'expérience client. Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui les grands groupes de distribution misent à fond sur l'expérience client. Là, c'est tout le contraire. Ben, je ne dirais pas que c'est le contraire, mais c'est l'expérience client qui s'inverse. C'est-à-dire qu'avant, on avait une immense surface, donc le super ou l'hypermarché, autour duquel on implantait un certain nombre de services et qui bénéficiait. Enfin, le supermarché ou l'hypermarché, c'était le leader, c'était lui qui attirait la clientèle et puis les autres finalement en profitaient ou faisaient un plus. Et aujourd'hui, dans cette réinvention de ces espaces qu'ils doivent occuper, c'est plutôt l'inverse. On cherche à créer une expérience client, un temps de vie où les gens vont rester durablement parce qu'il va y avoir un cabinet médical, des soins esthétiques, une salle de sport, des restaurants, donc plutôt des lieux de vie dans lesquels en plus on ira faire nos courses. Donc c'est vraiment le modèle qui s'inverse. Frédéric Beudin, est-ce qu'il n'y a pas un risque de brouiller l'image de Carrefour aujourd'hui avec la création par exemple de ces hypermarchés low cost? Je ne crois pas qu'il y ait de risque parce qu'aujourd'hui les consommateurs sont capables de comprendre des images complexes. On est des gens assez intelligents, on a plein de capteurs, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, et notre propre expérience. Et on est capable de comprendre que une même marque puisse vous proposer différentes expériences. Donc un Carrefour low cost qui fournit des produits basiques pas chers, très simples par grosse quantité, entre guillemets façon ED ou le Lidl de dans le temps, pourquoi pas, mais un même Carrefour en mode retailtainment, pour employer un mot aujourd'hui, qui soit très expérientiel, avec du spectacle, avec des animations dans les points de vente, où on est content d'aller passer son week-end, comme les centres commerciaux anglais ou américains de la nouvelle filiale d'Unibail sont, et c'est vraiment des trucs incroyables, avec des spectacles, et puis les magasins de luxe dont je parlais tout à l'heure, qui sont des lieux de commerce, mais aussi de valorisation sociale. Il y a aussi des magasins qui sont plus pédagogiques. Quand vous allez dans certains magasins d'IT, vous y allez pas forcément pour acheter, parce que peut-être vous avez acheté par un autre réseau, mais vous y allez pour apprendre, pour interagir avec d'autres utilisateurs. Voilà, tout ça. Et uniquement dans la partie food et agroalimentaire, il y a toute la notion de partage des valeurs du goût et de partage de la culture agroalimentaire française, qui a beaucoup de sens. Et à mon avis, même à pas cher, il y a, et je crois que Carrefour a envie d'investir là-dessus, une sorte d'ADN qu'on a tous en commun et qu'on est capable de comprendre à tous les niveaux. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Fougerat, directeur de la communication de Foncia, et Frédéric Beudin, président du directoire de Hopscotch Group. After Business continue.